Alors, allons-y. La cicatrice, qu'on le veuille ou non, ça reste le critère objectif de réussite ou d'échec d'un acte chirurgical, à la fois pour l'opérateur et pour le patient. Et on a beau faire, les mythes et les idées reçues persistent, puisqu'on vient encore nous voir dans l'espérance qu'on va pouvoir opérer les gens sans laisser des cicatrices, ou on vient nous voir avec des cicatrices en pensant qu'on va pouvoir les gommer de manière à peu près magique. En fait, il existe un aléa cicatriciel individuel qui est multifactoriel. Il va dépendre de l'âge, avec un avantage aux extrêmes. Vous savez que les petits-enfants avant l'âge de 2 ans et les sujets âgés cicatrisent mieux que les autres. Il y a des différences génétiques avec différents groupes HLA qui ont été identifiés comme promoteurs de dystrophie cicatricielle. Vous savez qu'il y a des différences ethniques avec une incidence des dystrophies cicatricielles accrues sur peau noire, sur peau hispanique et sur peau asiatique. Et puis vous savez qu'il y a les fameux facteurs de comorbidité, tabac, diabète, immunosuppresseurs de plus en plus prescrits, anticoagulants, qui peuvent venir perturber la cicatrisation. Et puis il y a des facteurs topographiques avec des zones que l'on sait à risque cicatriciel. Et on va parler donc des fameuses lignes de moindre tension et des jeux musculaires et articulaires. Alors d'abord 2 mots de physiopathologie, puisque cette cicatrisation a lieu en 4 phases traditionnelles. Une première phase précoce, vasculaire inflammatoire la première semaine. Il y a une vasoconstriction initiale, puis une vasodilatation qui va aboutir à la néoangiogénèse. Elle est suivie d'une phase proliférative où les fibroblastes vont se mettre en branle pour fabriquer du collagène et aboutir à la matrice de tissu conjonctif. Puis intervient une phase très intéressante, une phase de remodelage, sous l'action de cellules particulières qui vont contracter la plaie, les myofibroblastes, et qui vont la contracter à peu près de moitié, en réalignant le collagène selon ces fameuses lignes de moindre tension qu'on va voir en détail. Et puis pour que tout finisse bien, il faut qu'il y ait une apoptose du myofibroblast pour éteindre le phénomène de cicatrisation, avec du tissu fibreux qui va remplacer le tissu de bourgeonnement, et une dégradation du collagène par les collagénases. Si cette apoptose n'a pas lieu, on va voir qu'on aura quelques soucis de cicatrisation. Alors on va essayer de voir en dermatologie interventionnelle tous les actes effractifs à visée thérapeutique ou esthétique, et on va voir quels problèmes de cicatrisation ils peuvent poser. Vous les avez là en détail, mais on va les reprendre un par un. Alors la cryothérapie, vous le savez, c'est une technique que l'on manipule tous quotidiennement. Elle est simple, elle est rapide, elle est peu coûteuse. C'est le traitement de première intention de la plupart des lésions bénignes de la peau. Mais elle a quelques inconvénients. Elle n'est pas standardisée, elle va donc être très variable et très opérateur dépendante. Elle est douloureuse avec un taux de récidive élevé, ce qui conduit à une répétition des séances. Puis comme vous voyez le voir, ça peut laisser quand même quelques dégâts, quelques cicatrices, un petit peu cupuliformes, anétodermiques, parfois dépigmentées, ou à l'inverse, des cicatrices avec un surlignage d'hyperpigmentation périphérique à type d'HPPI, d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Alors en chirurgie, de quoi on va parler? En chirurgie, vous savez, je vais vous parler essentiellement de chirurgie cutané-oncologique pour vous donner quelques notions qui vont être les facteurs principaux qui vont conduire à une bonne cicatrisation. Alors cette chirurgie, c'est quoi? C'est avant tout une figure imposée par une tumeur qui a une taille et une topographie qu'on n'a pas choisie, et à qui il va falloir infliger des marges de sécurité pour assurer une exérèse complète. Et dans un deuxième temps, on va avoir une figure libre, un concept pour essayer d'imaginer la moindre cicatrice sans retentissement fonctionnel ou officiel, en essayant de placer ces cicatrices en zone de faible visibilité pour aboutir un petit peu à une chirurgie sur mesure au cas par cas, personnalisée avec un triple objectif d'une radicalité carcinologique en tout premier lieu, d'un bon résultat fonctionnel immédiatement après et surtout d'un résultat cosmétique cicatriciel associé. Alors, quels sont les facteurs péropératoires? Eh bien, c'est ce que j'appelle les fondamentaux techniques. La première chose, c'est de bien placer ces lignes d'incision. Pour bien les placer, il faut les placer dans des lignes de moindre tension. Où sont-elles, ces lignes de moindre tension? Comment les identifier? C'est très simplement l'axe des rides, parce que les rides sont formées par la contraction des muscles possiers. Et si vous placez la ligne d'incision et la cicatrice dans l'axe des rides, la contraction des possiers soulagera la cicatrice. A l'inverse, si vous placez l'incision de manière perpendiculaire à ces lignes de moindre tension, eh bien, la contraction des possiers stimulera une activité fibroblastique et vous conduira à des brides ou à des dystrophies cicatricielles. Donc retenez bien,
les lignes de moindre tension, c'est l'axe des rides. L'axe des rides dynamique en demandant à vos patients de grimacer, de contracter leurs muscles possibles. Il faut également éviter d'être perpendiculaire au pli de flexion et au pli osseux pour éviter là aussi quelques inconvénients. Alors il faut respecter bien sûr les orifices naturels et leur bord libre, et en particulier également les unités esthétiques du visage, et je vous en dirai deux mots, avec l'objectif d'aller placer ces cicatrices là où on les voit le moins, là où elles peuvent être cachées, et on peut au mieux les cacher dans les rides et les plis naturels, dans les zones d'ombre, dans ce que j'appelle les zones de moindre visibilité. Alors voilà un exemple très intéressant avec ces rides frontales qui sont des rides statiques. Si vous regardez au front de manière statique, la dominante de l'axe des rides est horizontale. Par contre, si vous demandez à un patient de contracter ses corrugateurs et ses frontaux, vous voyez que les rides dynamiques deviennent verticales. Donc au front, vous aurez tout intérêt à avoir des incisions dans un axe vertical et des sutures dans un plan horizontal, car c'est dans cet axe vertical que vos cicatrices généreront les cicatrices les moins visibles. Alors vous voyez également qu'autour des orifices, ce sont des rides radiaires, et puis vous voyez que ces rides de joue, vous allez les marquer en demandant au patient de faire la grimace et de contracter ses muscles. Quand vous ne savez pas trop où c'est, vous allez les tester par un petit test digital. Alors l'incision, on se dit, bon, inciser, c'est pas compliqué, mais si dès l'incision, vous allez jouer la qualité cicatricielle, et pour que vous ayez des belles berges bien franches à affronter par vos sutures, il faut que votre incision soit franche, d'un trait direct, pas comme une esquisse au fusain, d'un seul trait, bien perpendiculaire, pour avoir deux berges très nettes à affronter. Alors cette incision, vous allez essayer, quand vous enlevez une lésion tumorale, essayez de la faire en calisson, par analogie à ces délicieux petits gâteaux du sud-est de la France. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a tous tendance à les faire en proue de bateau, c'est-à-dire à être plus profond au milieu de la perte de substance et plus superficiel à chaque extrémité. Et si on ne corrige pas ça, on va avoir une cicatrice un petit peu en dromadaire, c'est-à-dire qui sera plus creuse au centre et plus endome à cause des excès tissulaires à chaque extrémité. Concernant les sutures, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien qu'il faut retenir cette règle qui est d'en placer le plus dessous et le moins dessus. Plus vous absorberez les tensions sous la peau, moins les points superficiels marqueront la peau. Et vous voyez que si votre plan profond est vraiment très très bien fait, comme sur cet exemple, et que vous utilisez simplement des sutures adhésives de type Steri-Strip, vous pouvez avoir un résultat cicatriciel très satisfaisant. Alors, pour faire des sutures, il faut faire des points inversants intradermiques, c'est-à-dire qu'il faut savoir coudre par-dessous avec des fils résorbables, en chargeant bien, comme le montre ici cette petite vidéo, il faut bien charger de chaque côté pour que les points chargent du derme et assurent l'absorption des tensions. Et puis vous allez voir que si vous faites votre plan profond de manière très très appliquée, vous aurez très très peu de choses à placer en superficie et vous pourrez obtenir, comme vous allez le voir en fin de petite vidéo à droite, des résultats cicatriciels, vous voyez, donc incision verticale, rapprochement horizontal avec un résultat cicatriciel qui va devenir très très discret en zone de très faible visibilité. Alors est-ce que les sutures adhésives ont un intérêt démontré? Jusque-là, il y avait très très peu de choses dans la littérature. Fort heureusement, on voit des études sortir. Vous voyez que sur des exérèses fusiformes du thorax, avec 195 patients randomisés en simple aveugle et des plaies suturées en deux plans, un bras recevait des sutures adhésives. Mais notez bien au passage que les sutures adhésives sont utilisées sur toute leur longueur, 10 mm sur 600 mm, elles ne sont pas coupées en petits brins de suture adhésive, versus un bras qui recevait les soins habituels. Eh bien, l'évaluation à l'aveugle à 6 mois, et vous voyez qu'il y a une meilleure apparence cicatricielle avec les sutures adhésives de manière significative, une largeur médiane qui est réduite de 1 mm de manière significative, et avec une différence de sexe ratio, puisque c'est plus réduit chez les hommes que chez les femmes, 3 mm versus 1 mm. Alors on peut se poser la question également chez l'enfant, et vous voyez qu'ici, dans un service d'urgence sur des plaies linéaires du visage, eh bien, on a comparé un groupe témoin qui recevait des sutures conventionnelles versus un groupe qui recevait des bandelettes adhésives, des groupes équilibrés, 47 patients traités par bandelettes versus 30 témoins traités de manière conventionnelle par des sutures, et un suivi à 6 mois avec des échelles d'évaluation
qui sont solides, notamment à l'échelle POSAS, qui est l'échelle de référence en termes de résultats cicatriciels. Alors quels sont les résultats? Vous voyez d'abord que les cicatrices sont identiques dans les deux groupes, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit moins bien du côté suture, que le temps de procédure est plus court côté bandelette, que les complications encore sont équitablement réparties, c'est une information, puisqu'on pouvait penser que c'était moins solide côté bandelette, il n'y a pas plus de déhiscence, il n'y a pas plus de complications. Et vous voyez donc que dans ces cas particuliers de plaies traumatiques très linéaires en zone de relativement faible tension, eh bien, l'utilisation de ces sutures adhésives peut être une alternative à la suture conventionnelle ou au col biologique. Alors voilà les résultats extraits de ce papier. Vous voyez que l'on obtient des résultats cicatriciels extrêmement satisfaisants sur ces plaies traumatiques linéaires du visage. Alors maintenant, venons-en à ces notions de symétrie horizontale pour avoir des cicatrices bien placées sur le visage. Finalement, si vous regardez l'harmonie d'un visage, ça dépend, à mon sens, de lignes horizontales, et notamment de la ligne d'implantation capillaire, de la ligne horizontale des sourcils, et de trois lignes majeures, la ligne des tarses palpébro-inférieures, la ligne des orifices narinaires, et la ligne des commissures labiales. Alors pourquoi ces trois dernières sont majeures? Parce qu'elles bordent des orifices avec des bords déformables et mobiles, et si l'on tire de manière inappropriée sur ces bords, on va pouvoir déformer toute l'harmonie et toute la symétrie du visage. Si on trace deux verticales à l'aplomb des sourcils, eh bien on va définir ce que j'appelle un cadre médiofacial. Et dans ce cadre médiofacial, vous aurez tout intérêt à placer vos tensions, l'absorption de vos tensions par les sutures que vous allez faire dans un axe horizontal. C'est ce que j'ai appelé l'horizontalisation des tensions. Pourquoi dans un axe horizontal? Parce que si les tensions sont parallèles à ces lignes, vous allez éliminer le risque de tirer, de déformer ces orifices et de générer un préjudice fonctionnel et esthétique. Alors à l'inverse, il y a un cadre latéral, et dans ce cadre latéral, la réserve réparatrice de peau, en vieillissant, elle est dans l'abat-joue, et c'est de manière verticale que vous allez là privilégier vos tensions et vos axes de suture. Alors un exemple pour vous montrer. Vous voyez ce petit carcinome vasocellulaire qui est très très près du bord libre tarsal palpébral inférieur. Vous allez faire cette petite exérèse avec les marques de sécurité. Et pour obtenir ce bon résultat, vous allez placer votre premier point de manière strictement horizontale, bien parallèle au bord libre, là où vous ne voulez pas générer d'excès tissulaire supplémentaire parce que vous ne pourrez pas le corriger. Et vous allez les enchaîner, et en plaçant vos points horizontaux de telle manière, d'abord vous avez plusieurs avantages. Vous ne tirez pas sur le tarse palpébral que vous ne déformez pas, vous restez dans l'unité anatomique palpébrale inférieure, avec un résultat qui ne déborde pas des limites de cette unité esthétique, et vous obtenez ce bon résultat. Alors vous vous dites, c'est bien gentil, mais c'est une petite perte de substance. Eh bien, pour cette plus grosse, où certains se poseraient la question de quelle réparation, quel lambeau faut-il faire, eh bien, en appliquant le même principe de la réparation par suture horizontale en unité esthétique, on va obtenir exactement le même résultat. Je vais revenir en arrière pour vous montrer que la cicatrice va venir se placer à la jonction de toutes ces unités esthétiques en zone de faible visibilité et sans aucun retentissement sur le tarse palpébral inférieur. Alors réparer en unité, bien sûr, chaque fois que c'est possible, je viens de vous le montrer, parce que vous aurez de la peau appariée en texture, en grain, en pilosité, en taille de pore, et donc vous ne pouvez pas mieux réparer de la paupière qu'avec de la paupière, vous ne pouvez pas mieux réparer du nez qu'avec du nez. Donc chaque fois que c'est possible et que vous pouvez déployer une technique qui reste au sein de l'unité esthétique, vous obtiendrez les meilleurs résultats, surtout en respectant les limites de l'unité, c'est-à-dire sans franchir les sillons et les crêtes. Alors un exemple, on est dans la paupière, et là on a fait un petit lambeau en équerre au sein même de la paupière, et vous voyez qu'on va obtenir ce résultat où les cicatrices se perdent dans des zones de très faible visibilité, au point qu'on ne les voit quasiment pas. Autre exemple, dans le choix technique, on va choisir de mettre les cicatrices dans les zones d'ombre, soit la zone d'ombre du pli sous-narinaire ou de la crête filtrale, et ça permet là encore d'obtenir ce type de résultat. Et puis, lorsque l'on fait des chirurgies plus avancées en unité au niveau du nez, on peut, par des techniques très très avancées de lambeau bilobé, c'est vraiment du minimalisme, c'est très pointu, mais si on s'y applique, on peut obtenir aussi des très bons résultats.
Alors voilà, c'est fini pour la chirurgie, venons-en au traitement des kératoses actiniques. Vous savez qu'actuellement, pour traiter cette pathologie, nous avons plusieurs armes à notre disposition, notamment les topiques, le 5-fluorouracil, l'imiquimod, le mébutate, et deux techniques de photoactivation d'un chromophore, la PDT et la Delay PDT. Alors tout ça est codifié par les recommandations de prise en charge élaborées par la Société française de dermatologie en 2009. Et le problème dont je voulais vous parler, c'est que tous ces topiques vont générer des réactions cutanées locales plus ou moins violentes au site d'application, avec des mangeaisons, brûlures, érythèmes sévères, qui vont souvent nécessiter des pauses thérapeutiques d'une semaine, et puis surtout l'intérêt de déployer chez ces patients-là, lors de cette pause et immédiatement après ce traitement, des topiques apaisants, anti-inflammatoires, incorporant un SPF 50, comme le Cicaplast SPF 50, contenant du procérade à vertu anti-inflammatoire, et limitant très rapidement le risque d'HPPI, d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Certains ont même des effets systémiques, vous savez que l'imiquimod et l'aldara peuvent générer des syndromes généraux pseudo-grippaux à type de fatigue, fièvre, frisson et syndrome de Leber. Alors la PDT, la DLPDT, le principe vous le connaissez, c'est d'entraîner une réaction phototoxique ciblée avec une nécrose cellulaire sélective par l'application d'un chromophore qui va être photoactivé, en particulier par la lumière de jour, dans les 30 minutes qui suivent son application, et ça va permettre de traiter, et vous voyez que lorsqu'on applique et qu'on photoactive le chromophore, comme on révèle le champ de cancérisation, c'est-à-dire qu'il y a un bon nombre de ces lésions qui n'étaient pas visibles avant l'activation, et dès que le chromophore est photoactivé, on peut obtenir, vous voyez, ce type de bons résultats avec un gain cosmétique associé. Donc c'est une technique très très intéressante que la Delay PDT pour traiter les champs de kératose actinique. Alors venons-en maintenant aux anomalies cicatricielles et à leur prise en charge. On va toutes les voir une à une, et on va distinguer les mineures par lesquelles on va commencer et les majeures par lesquelles on terminera, en particulier par les cicatrices kéloïdes. Alors, les cicatrices télangiectasiques, elles sont fréquentes en post-chirurgicale ou après des injections intralésionnelles de cortisone sur des cicatrices hypertrophiques ou kéloïdiennes ou sur des cicatrices médimangioles. C'est l'hyperémie cicatricielle immédiate avec cette espèce de teint rosé, plus ou moins accompagné de dilatation de télangiectasie périphérique, parce que lorsque l'on a décollé la peau et qu'on a mis en cicatrisation, on a stimulé la néovascularisation. Alors on peut obtenir d'excellentes réponses en 1 à 3 séances de laser, que ce soit du colorant pulsé, du KTP, éventuellement des lampes pulsées. Je pense que vous en avez tous l'expérience. Aussi des cicatrices érythémateuses qui, lorsqu'elles sont très inflammatoires, peuvent répondre à l'application de dermocorticoïdes forts d'emblée, à la mise en route de topiques anti-inflammatoires apaisants avec une protection solaire incorporée et un laser KTP pour finir. Ici, une cicatrice hypertrophique précoce dont je vous parlerai en détail, qui va répondre à des injections intralésionnelles de cortisone et un laser KTP qui a le double avantage de faire le traitement vasculaire et de générer par le chauffage dermique du remodelage. Alors ici, sur une collection de Thierry Passeron, vous avez appris une chirurgie de réduction mammaire, des cicatrices qui sont à la fois vergeturiformes et en même temps télangiectasiques. Et vous voyez qu'il va obtenir un excellent résultat après 3 séances de laser à colorant pulsé et un CO2 fractionné. Et vous voyez le gain de trophicité, le gain de remodelage et le gommage des télangiectasies et de l'érythème. Là encore, sur des aspects plus classiques, vous avez des télangiectasies et là encore, après une séance de laser à colorant pulsé, là sur les cicatrices d'hémangiome, que vous avez ici, avant, après, une séance de laser à colorant pulsé et 2 séances en bas. Alors venons-en à un sujet crucial qui est l'hyperpigmentation post-inflammatoire. C'est une hyperpigmentation de la peau qui survient après et parfois pendant même le processus inflammatoire. Que ce processus inflammatoire soit secondaire à une dermatose inflammatoire ou à un agent extérieur ou à une agression de type chirurgical. Elle peut survenir à tout âge, sur tout type de peau, avec un sexe ratio égal entre les hommes et les femmes. Alors sa prévalence, elle est à peu près connue, elle est de l'ordre de 6% dans cette étude de cohorte, c'est une population caucasienne de Caroline du Nord. Vous voyez qu'elle peut survenir à tout âge, elle survient de manière à peu près équilibrée, quel que soit l'âge. Et vous voyez qu'elle est quand même
beaucoup plus fréquente sur phototype élevé, donc elle va concerner au premier chef les phototypes 4 à 6, les populations noires, les populations hispaniques, les populations asiatiques qui ont un risque très particulier d'HPPI, puisque vous voyez qu'en cas d'acné, de dermatite atopique ou d'impétigo, et surtout en cas d'acné, vous voyez qu'un asiatique sur 2 fera une HPPI, un hispanique sur 2, et les afro-américains, ils y auront droit dans 2 tiers des cas. Alors la physiopathologie, on ne sait pas grand-chose sur le mécanisme d'acquisition pigmentaire du processus inflammatoire. Bien sûr, on sait qu'il y a des prostaglandines et des leucotriènes, mais on n'a pas mis en évidence les voies biologiques qui conduisent à stimuler la mélanogenèse. L'évolution naturelle, c'est la persistance de 2 mois à 2 ans, mais parfois l'HPPI est définitive, c'est pour ça qu'on aura tout intérêt à essayer de la prévenir et de la prendre en charge. Alors voilà quelques HPPI qui peuvent survenir après une érosion superficielle ou après une acné père-inflammatoire plus ou moins escoriée, plus ou moins automanipulée, et là encore l'automanipulation est un facteur qui favorisera l'HPPI. Une HPPI post-peeling ou post-escoriation. Et là, à votre avis, de quoi s'agissait-il? Est-ce que vous avez une idée? Que font les peaux noires? Qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? Elles cherchent à s'éclaircir la peau, et pour ça, elles sont prêtes à appliquer tous les produits qu'elles trouvent, et en particulier du dépigmentant irritant. Et quand vous arrêtez le dépigmentant irritant 3 mois après en mettant en route un topique apaisant anti-inflammatoire avec une photoprotection incorporée, vous pouvez obtenir une très nette amélioration de cette HPPI. Alors l'HPPI post-chirurgie, je vous ai mis ces photos de ma collection pour vous montrer qu'on peut avoir des HPPI aussi prononcés à l'intérieur d'une chaussure sur une peau qui n'a jamais vu le soleil pendant toute la phase de cicatrisation, qu'au bout du nez en zone une des zones les plus photo-exposées. Donc l'HPPI n'est pas systématiquement photoaggravée, elle est post-inflammatoire. Et elle peut survenir autant à l'ombre qu'en zone photo-exposée. Alors elle est classique et il faudra s'en méfier après peeling, et en particulier peeling sur peau asiatique, c'est à très haut risque. Fort heureusement, dans ce cas, on a obtenu une régression sous hydroquinone et hydrocortisone, et la mise en route d'une photoprotection, c'est dû à une collection de ma consoeur bordelaise férue d'esthétique, Marie-Pierre Loustalan, et actuellement on propose des lasers fractionnés ablatifs ou non ablatifs. HPPI et traitement laser, une étude prospective post-laser qui est sur 193 patients asiatiques qui traitaient des lentigo actiniques. Eh bien, dans plus d'un tiers des cas, il y a eu une HPPI, donc se méfier de la demande de laser, en particulier sur phototype élevé et sur peau asiatique. Voici ici des hyperpigmentations post-inflammatoires, post-épilation, soit laser déclenché, soit à lampe pulsée. Voici ici, après coloron pulsé sur un agent de plan sur la diapositive confiée par la collection du groupe laser de la Société française de dermatologie. Et donc, l'HPPI, c'est le principal risque des traitements laser. Comme je vous le disais, très fréquent chez les Asiatiques. Il faudra surtout se servir de la douleur comme sonnette d'alarme et diminuer le système de refroidissement du laser, mais surtout probablement faire un test, proposer un test et éviter les procédures à risque si vous avez identifié un sujet à risque particulier. Alors pour prendre en charge ces HPPI, qu'est-ce qu'on peut proposer? Eh bien, on peut proposer la mise en route de traitements à l'hydroquinone ou de dépigmentants cosmétiques, mais surtout, dès la fin de l'acte, essayer de maîtriser l'inflammation. Et c'est à nouveau en faisant appel à ces bons réparateurs avec SPF 50 incorporés comme le Cicaplast SPF 50 qu'on pourra vraiment placer en post-acte pour essayer de limiter ce risque. On peut également utiliser des dermocorticoïdes, c'est pas toujours possible, il ne faut pas qu'il y ait des fractions cutanées trop suintantes pour se l'autoriser. Et puis bien sûr la photoprotection est toujours indispensable, mais souvent insuffisante dans de nombreux cas. Alors au stade précoce, on est devant les mêmes outils, dermocorticoïdes, topiques inflammatoires et photoprotecteurs. Parfois la trétinoïde, mais uniquement dans les HPPI associés à l'acné, la photoprotection toujours. Et au stade tardif, on peut être amené à essayer de faire un test laser,
mais en prévenant du risque d'aggravation paradoxale de l'HPPI et en faisant un test en zone cachée qui est indispensable. Alors parlons 2 mots sur les hypochromies post-acte. Elles sont fréquentes, quel que soit le phototype, elles peuvent survenir après laser, épilation en particulier, attention sur les rebronzages. Elles peuvent devenir en post-chirurgie, en post-peeling, en post-cryothérapie. Fort heureusement, elles sont transitoires dans la très grande majorité des cas, avec une repigmentation spontanée à partir de migration depuis la basale, ou un peu comme dans le vitiligo, à partir de migration, à partir des mélanocytes qui sont restés dans les follicules pileux et qui, sur photostimulation, vont remigrer et recoloniser les zones dépigmentées. Alors, en post-chirurgie, vous le voyez, ça peut donner des petites cicatrices linéaires dépigmentées, mais quand le patient est content de sa réparation, qu'il n'y a pas eu de déformation inesthétique ou de préjudice fonctionnel, on a peu de demandes de repigmentation de ce type de cicatrice qui en général rentre dans l'ordre avec le temps le plus souvent. Alors la prise en charge des hypochromies post-acte, il faut d'abord rassurer, conseiller l'exposition solaire modérée mais régulière, et le plus souvent ça disparaît en 1 à 2 saisons estivales. Et puis si besoin, sur des hypochromies plus marquées ou plus étendues, on peut proposer une photothérapie. Alors exceptionnellement, on peut être conduit à faire des greffes de suspension épidermique de mélanocytes autologues avec peu de données, mais je vais vous montrer un cas que j'ai été amené à prendre en charge. Cette patiente m'a consulté, elle avait 40 ans et elle avait cette cicatrice dystrophique omphalique après une grande dermolipoctomie avec repositionnement du nombril. Et elle se retrouvait avec cet aspect chez une femme très élégante et très jeune, avec une demande d'amélioration. Alors je vais proposer une greffe mélanocytaire autologue en utilisant le kit qui est commercialisé par Génévrier, le kit Viticel. Alors on prépare d'abord la zone à greffer par un laser CO2 qui avait l'avantage de permettre de détruire un petit peu la dystrophie et les brides cicatricielles, et puis de préparer le site receveur avant la mise en place de la greffe de suspension épidermique. Ensuite on faisait un prélèvement autologue, bien sûr, d'un greffon en zone pubienne, parce que les zones pubiennes pileuses sont très très riches en mélanocytes. Et puis le kit nous permet de trypsiner et d'isoler des mélanocytes en suspension qu'on va mélanger à l'acide hyaluronique. Et cet acide hyaluronique, avec ces mélanocytes autologues, on va les déposer ici sur la zone receveuse, les recouvrir dans l'interface et on va ensuite les stimuler. Vous voyez qu'à M3, on avait obtenu quand même 60-70% de repigmentation avec un gain en trophicité. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais c'est une piste qui est quand même assez intéressante. Alors, bien sûr, les lampes et les lasers Alzheimer ont démontré leur efficacité, mais tout autant dans le vitiligo et les dépigmentations sévères, l'exposition solaire ou la photothérapie par UVB sont largement suffisants dans la majorité des cas. L'atrophie cicatricielle, elle est fréquente, notamment en post-traumatique, après des morsures, des brûlures, ou après une greffe de peau totale, où la greffe adhère au site receveur, mais le plus souvent, ça s'améliore avec le temps. Il y a une espèce de, notamment par des massages pétrissages qui peuvent décoller tout ça, et des lasers fractionnés. Et il y avait peu de données sur les massages qui donnaient des résultats hétérogènes. Et je vous ai trouvé un papier intéressant sur l'intérêt des massages, et notamment un massage avec des topiques apaisants et cicatrisants. 146 patients brûlés avec des cicatrices hypertrophiques qui étaient randomisés en 2 groupes. 76 recevaient un massage en plus des soins par rapport au groupe contrôle. Et tout ça a été mesuré par tout un tas d'appareillages et des échelles d'évaluation. Qu'est-ce qui sortait à l'arrivée? Dès qu'il y avait une différence significative dans le groupe massage, avec moins d'érythème, moins de pigmentation, moins de douleur, moins de prurite, moins de rétraction et une épaisseur cutanée moindre, et plus d'élasticité et de souplesse cutanée. Donc c'est un des premiers papiers qui montre de manière un peu plus solide et robuste l'intérêt des massages pétrissages sur des cicatrices. Alors vous savez qu'il y a maintenant de la kinésithérapie, de la physiothérapie des cicatrices, kiné qui se spécialise dans la réorientation mécanique du collagène, en utilisant toujours ces topiques réparateurs anti-inflammatoires. Et puis pour les cicatrices très étendues de grands brûlés, il y a même des dispositifs motorisés, les LPG, qui ont démontré un intérêt pour améliorer significativement ces cicatrices.
Alors, laser et cicatrice atrophique ou hypertrophique, est-ce que les lasers peuvent avoir un intérêt? Vous voyez cette jeune fille qui avait eu un accident de la voie publique avec l'incorporation même de corps étrangers. Et bien, vous voyez qu'après 3 séances de CO2 fractionné et une séance d'alexandrite, puis switché, Thierry Passeron obtient ici, sur ce cas particulier, un assez bon résultat, alors qu'on aurait pu proposer très peu de choses à cette patiente. Et je trouve que ce gain esthétique est déjà très très important, même s'il n'est pas parfait. Sur les cicatrices des manches jaunes, 3 séances de CO2 fractionné de la collection de Thierry Passeron, et vous voyez cet excellent résultat cosmétique. Alors venons-en maintenant à ce que j'ai appelé l'hypertrophie cicatricielle précoce, qui était dénommée dans la littérature mise en boule ou, avec des termes anglo-saxons, pincussionné ou trappeur déformity. Alors c'est quoi? Eh bien ce sont des cicatrices qui se mettent en vol, qui apparaissent très précocement dès J15 après une intervention, qui sont asymptomatiques mais sensibles à la pression, qui peuvent régresser partiellement de manière spontanée mais toujours de manière incomplète. Et il y avait un important travail là, de Stefani qui avait regardé sur 446 chirurgies micrographiques de l'os et complications cicatricielles, et il a identifié que ce phénomène d'hypertrophie cicatricielle précoce survenait de manière significative quand on opérait le nez, quelle que soit la zone du nez, la pointe, l'aile, les lentilles, et spécifiquement et de manière indépendante quand on utilisait des lambeaux de transposition. Ce qui veut dire que lorsque vous faites un lambeau de transposition sur le nez, vous êtes quasi certain de vous taper une hypertrophie cicatricielle précoce, et vous allez voir que c'est pas grave si vous savez la gérer. Alors vous voyez plusieurs exemples de ces fameuses cicatrices en boule qui peuvent être un petit peu inquiétantes au début, qui se mettent en dôme, qui sont un peu déformantes et puis qui gâchent un petit peu la qualité technique de ce que vous avez déployé pour obtenir un bon résultat. Alors il y a les lambeaux de transposition, mais les classiques lambeaux de Rieger de rotation avancement que j'ai retrouvés dans ma collection font bien mieux. Ce qui veut dire que toute chirurgie du nez expose à ce risque, en plus des lambeaux de transposition. Alors on a longtemps parlé de défaut de dégraissage, on a dit pas mal de bêtises là-dessus, ce qui fait que j'ai fait une petite série prospective que j'ai publiée dans les annales, où j'avais été faire une histologie avec cet aspect macroscopique où vous voyez que ce n'est pas de la graisse, c'est du magma fibreux, et c'est pour ça que j'ai appelé ça une hypertrophie cicatricielle précoce, car ça a le même aspect de gros trousseaux de collagène dense avec des agencements pseudo-pélothiens, mais au lieu d'apparaître de manière tardive, ça apparaît très précocement, 15 jours après l'intervention. Alors le traitement que j'ai proposé et qui marche dans quasiment tous les cas, puisqu'on avait dit régression complète sur 12, et les deux qui étaient incomplètes étaient très très significativement améliorés, et donc c'est de proposer des injections intralésionnelles de corticoïdes retard à la dose de 40 mg par millilitre à J15, éventuellement renouvelé une fois à J45. Alors il faut le faire de manière très précise, par un seul point de pénétration, en restant strictement intrakéloïdien. Pourquoi un seul point de pénétration? Parce que si vous percez plusieurs fois, tout ce que vous injectez sort en pomme d'arrosement et ne va pas dans la cicatrice. Il faut donc rester vraiment en intracicatriciel avec un seul point de pénétration. Injectez en vous retirant, comme avec un fileur. Vous avancez l'aiguille pour créer un tunnel, vous injectez en vous retirant. Vous réavancez en éventail sur un second tunnel, vous injectez en vous retirant, et ce, jusqu'à avoir juste, vous le voyez, blanchi la cicatrice sans rien d'autre. Alors voilà, vous injectez et vous blanchissez la cicatrice. Vous pouvez mélanger avec un peu de xylo, et si vous faites ça, vous obtenez ce type de résultat. Alors vous pouvez le compléter dans le laser PTP ou dans le laser fractionné. Voilà plusieurs exemples. Vous voyez ce lambeau de transposition nasogénien qui était en hypertrophie cicatricielle après 2 injections. Ce lambeau bilobé, ces 2 lambeaux bilobés avant et après injection, vous voyez qu'on dégonfle assez rapidement en 1 mois et demi ce type d'hypertrophie cicatricielle. Alors le second problème, c'est l'élargissement cicatriciel. Et vous voyez que dès qu'on est en zone de tension musculaire ou en zone articulaire, on a beau faire, on est souvent confronté à des élargissements. Alors pour régler cette affaire, il faut aller placer des sutures assez profondes sur une structure non déformable qui est le fascia. Parce que si vous arrivez à suturer les fascias et à faire absorber les tensions sur cette zone, eh bien vous allez transformer ces cicatrices en ces cicatrices. Parce que le défaut des poids inversants intradermiques, c'est qu'une fois sollicités par de fortes contraintes mécaniques
ou un jeu articulaire, eh bien ça va vergéturer, ça va s'écarter. Alors que si vous mettez des points faciaux, ça ne va plus bouger. Et comme la résorption de ces fils dure 8 à 12 semaines, eh bien, sur ces 8 à 12 semaines, la fibrose se fait et la cicatrice reste solide. L'œdème, ce n'est pas un problème, il suffit de drainer, de masser dans le sens du retour veineux et ça va s'effacer assez facilement. Et nous arrivons pour finir aux anomalies cicatricielles majeures. Alors la première dont je voulais vous parler, c'est l'ectropion cicatriciel et c'est pour ça que j'ai développé la technique d'horizontalisation des tensions, c'est pour prévenir ce risque qui est le préjudice fonctionnel majeur que vous pouvez générer sur un visage. Et vous pouvez le générer de plusieurs manières, soit par rétraction cicatricielle, vous avez tout bien fait, mais la cicatrice se rétracte, soit par une règle technique, avec des mauvais choix techniques, soit des lambeaux trop courts, vous avez été horizontal, mais le lambeau était trop court et vous avez une plicature. Et souvent, c'est dû à des axes de tension et de suture mal orientés, c'est pour ça que je vais vous montrer. Alors ici, j'avais tout bien fait chez ce patient, à qui j'avais enlevé ce volumineux carcinome vasocellulaire à cheval sur 3 unités anatomiques, horizontalisation des tensions, tout se passe bien, mais comme ça rétracte un peu et que c'est un peu court, si on regarde de près, il y a un petit épiphora, il y a une petite émersion. Dans ce cas-là, on fait une cantolyse et une cantopexie, ça veut dire qu'on réincise là, et on va aller arrimer et plaquer le tarse palpébral qu'on va remettre en tension, et on le remet en tension, et là, vous voyez qu'une fois remis en tension, le tarse palpébral se plaque au globe oculaire, et on obtient ici un résultat qui n'est plus du tout fait. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça gêne les patients. Ça génère un larmoiement et une irritation permanente de la stère, et les patients sont très malheureux, ils sont très incommodés, et c'est pour ça que ça peut sembler un petit peu lourd comme chirurgie. En fait, c'est très très fin, c'est un peu compliqué, mais c'est pas très lourd, et ça vaut le coup de les corriger parce qu'on soulage vraiment la qualité de vie des patients. Alors les brides cicatricielles, elles sont évitables parce que les causes sont connues, c'est le franchissement de plis de flexion, de billots, et donc des mauvais axes d'incision, comme vous le voyez ici. Et vous voyez au passage que Van Gogh, il ne nous avait pas attendu pour se rendre compte que les rides dynamiques du front étaient verticales. Les cicatrices vicieuses, bon, ça c'est facile, c'est des mauvaises indications, des erreurs techniques, il faut recommencer, il faut les reprendre chirurgicalement. Et puis on va finir sur le chapitre un peu plus dur des cicatrices dystrophiques, en différenciant bien les hypertrophiques des kéloïdes. Alors les hypertrophiques, elles restent, vous le savez, limitées à la cicatrice, elles apparaissent dans le mois qui suit la chirurgie, et la plupart du temps, elles vont rester en 12 à 18 mois. La gêne engendrée, c'est qu'elles sont un petit peu inflammatoires, modérément prurigineuses, un petit peu sensibles, et leur prévention, c'est souvent dû à des mauvaises orientations de cicatrices, d'où le retour à ces fameuses lignes d'incision dans les lignes de moindre tension dans le début de mon exposé, pour vous dire l'importance de savoir où placer vos lignes d'incision. Bien sûr, il y a des sujets à risque à identifier, et la différence donc avec les cicatrices kéloïdes, kéloïdes ça vient du grec kélé, qui veut dire en pâte de crabe, et donc c'est dans des cicatrices qui vont déborder sur les tissus alentours et attirer les tissus sains vers la cicatrice, avec une guérison spontanée qui est exceptionnelle. Alors vous voyez qu'il y a ici des cicatrices sur des zones à risque, là, cette cicatrice en castagnette là, sur un piercing de l'oreille, et différents types de cicatrices sur une chirurgie du rachis, sur une acné, des acnés kéloïdiennes, une cicatrice monstrueuse kéloïde qui s'absédait, c'est-à-dire là-dessous il y a un accès, parce que les glandes sébacées sont obstruées, donc c'est un magma de kéloïdes et de kystes sébacés. Des cicatrices ici chirurgicales, pubalgie chez Jean footballeur et césarienne chez une dame. Alors, identifier les sujets à risque, eh bien, c'est les peaux noires, les peaux hispaniques, les peaux asiatiques. Vous voyez, avec ces 3 sujets à risque, j'aurais quand même pris le risque de les opérer si on m'avait demandé de le faire. Je me serais débrouillé pour les suivre de près, afin de prévenir le risque de dystrophie cicatricielle. Il y a donc, surtout ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est l'antécédent de kéloïde. Si vous identifiez un sujet à risque de kéloïde, et qu'il vient vous voir avec une demande chirurgicale qui ne vous semble pas appropriée, eh bien il faut savoir la refuser et dire au patient il n'est pas raisonnable d'enlever ce névus dermique
parce que je risque de vous coller une kéloïde qui va nous occuper pendant 2 ans et que je ne suis pas sûr de maîtriser. Donc il faut savoir récuser des chirurgies chez des individus à risque. Alors les facteurs techniques, bon, vous savez que la zone du décolleté, avec ce clin d'œil au maillot des Girondins de Bordeaux, puisque vous savez que c'est dans la région deltoïdienne de ce grand risque capillaire antérieur qu'on a une zone anatomique à risque kéloïdien, les contraintes mécaniques et l'importance de l'inflammation initiale. Ça c'est très important. L'inflammation initiale, notamment l'inflammation du terme profond, du terme réticulaire, a été identifié comme un facteur de risque de kéloïde, ce qui veut dire que là encore, maîtriser l'inflammation initiale participe probablement à minimiser une dystrophie cicatricielle. Alors les traitements des kéloïdes, ça fait l'objet de 250 publications par an, parce que dès qu'il y a un médicament qui sort, on l'essaie dans les kéloïdes. Souvent avec déception, parce que finalement, il y a à peu près une conférence de consensus d'experts tous les 2 ans qui montre que ce qui reste le plus performant, c'est les corticoïdes intralésionnels. Mais c'est très opérateur dépendant, ce qui fait que ces corticoïdes intralésionnels, selon la qualité technique de celui qui le fait, ne va pas forcément obtenir les mêmes résultats. Donc il faut le faire à la seringue vissée du verloquet, à l'aiguille, en intralésionnel strict, par un seul orifice, en éventail, en injectant en rétrotraçant, en suivant les patients tous les mois et demi, et en leur faisant porter un pansement à effet plaque, type hydrocolloïde mince. Vous voyez, les plaques de silicone, même plus chères, elles ne sont pas remboursées, et le duoderme extra mince marche aussi bien. Et avec un suivi moyen de 18 à 24 mois si on veut obtenir quelque chose. Et là, on obtient des choses. Alors voici une petite technique, la fameuse technique rétrotraçante. Il faut pincer la kéloïde entre ses 2 doigts pour être certain d'y rester, de ne pas aller ailleurs, et la blanchir en se retirant, et ça marche très bien. Alors, est-ce que ça marche bien? Mais justement, un essai clinique prospectif de traitement des kéloïdes par injection intralésionnelle, 21 patients de 6 à 14 ans qui présentaient 25 kéloïdes. Et ce que j'ai trouvé intéressant pour vous rapporter ce papier, c'est que c'est un papier qui, pour la première fois, objectivait la réduction de volume par une mesure échographique avant l'infiltration et après infiltration. Et donc, il y avait un contrôle échographique à 3 mois par le même opérateur. Et résultat des courses, vous voyez que le volume initial, lésionnel initial, passe de 1,25 à 0,2 avec 83% de réduction de la taille initiale de manière significative. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'aucun lien significatif n'a pu être mis en évidence, en particulier avec l'ancienneté de la lésion. Ce qui veut dire en français que ce n'est pas parce que la kéloïde est ancienne qu'il ne faut pas essayer de la traiter. Et souvent, on voit des gens en réveil de kéloïde ancienne qui sont récusés, à qui on n'a rien proposé, sous prétexte que la kéloïde est ancienne. La cortisone, c'est un pouvoir atrophiant, de toute façon. On a vu des atrophies cupuliformes à la suite d'injections de cortisone dans les fesses. Et donc, on peut très bien espérer, en maîtrisant l'atrophie induite par la cortisone, affaisser ou améliorer une kéloïde ancienne. Alors, à peu près 75 papiers sur l'intérêt du 5FU qu'on a voulu essayer, et vous voyez que les résultats sont très disparates, puisque 18 études qui comportaient 482 patients avec le 5FU en intralésionnel seul ou associé à l'acétate de triamcinolone versus excision, eh bien, résultat des courses, le 5FU n'a d'intérêt que lorsqu'on le couple dans la même injection à l'acétate de triamcinolone. On peut avoir un petit effet booster supplémentaire en mettant un peu de 5FU, puisqu'il arrive à faire mieux que l'acétate de triamcinolone isolé. Bon, mais par contre, pour le valider, il faut encore des études randomisées nécessaires. La pressothérapie, c'est un truc qu'il ne faut pas jeter aux orties, parce que c'est une découverte fortuite française. Vous voyez, cette kéloïde, juste au niveau de la ceinture et de l'élastique du slip, régresse. Et donc, ça a démontré l'efficacité d'une pression naturelle sur les cicatrices, avec une compression externe portée pendant 6 à 12 mois, avec une pression relativement forte de 24 à 30 millimètres de mercure, et en particulier l'élastique du vêtement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des papiers maintenant qui ont démontré le mécanisme et comment ça marche. Eh bien, il y a des papiers qui ont montré que le stress mécanique avait une traduction biologique en activant 5 voies de signalisation biologique qui étaient capables de réguler la néovascularisation, la synthèse et le réagencement du collagène.
Donc, tout ça fonctionne bien. Donc, n'oubliez pas les petits corsets compressifs sur mesure sur les grandes kéloïdes des enfants brûlés ou ébouillantés. N'oubliez pas les clips qui peuvent être un complément sur les cicatrices kéloïdes des oreilles, des lobules. Un papier que j'ai voulu rapporter parce que c'est un papier maghrébin qui a testé l'intérêt d'une solution de phénol, je crois qu'il est tunisien même, solution de phénol à 40%, avec 14 séances en moyenne, 75% de régression avec un recul intéressant de 13 mois, et l'inconvénient esthétique de générer une dystropie dans 75% des cas, qui était le seul effet secondaire, et donc travail intéressant à suivre, à confirmer par des études prospectives et comparatives, avec effectifs et recul un petit peu plus importants, mais un papier intéressant. Et puis dans les kéloïdes des oreilles, un protocole standardisé se confirme, parce que là encore on essaie tout, on publie tout. Alors ce qui se confirme, c'est l'intérêt de cette cascade. Traitement chirurgical initial avec excision kéloïdienne et conservation d'un rabat cutané, ce qui n'est pas toujours facile, mais il faut arriver à le faire. Grâce à ce rabat cutané, on va reconstruire l'oreille le plus à l'identique possible, et on va ensuite assurer un suivi. C'est-à-dire la chirurgie n'a de sens que si on s'assure d'un traitement antiprolifératif associé. S'il n'y a pas de suivi et que le patient va être perdu de vue, ce n'est pas la peine de l'opérer. Car la chirurgie d'une kéloïde sans suivi, c'est l'acronyme d'une récidive annoncée à 100%, voire pire. Donc on opère les patients que s'ils acceptent de manière un peu contractuelle d'être suivis ensuite pour avoir des injections de cortisone à la demande et la feuille d'hydrocolloïde mince ou de silicone. Alors dans ce papier sur 22 kéloïdes, ils avaient quand même 20 stabilisations avec 21 mois de recul et uniquement de récidive à 16 mois. Et vous voyez en plus un résultat cosmétique qui est quand même assez sympa. Alors, sur un cas personnel de chirurgie avec conservation kéloïdienne, avec conservation du rabat et reconstruction d'un lobule, vous voyez qu'on peut arriver à reconstruire les choses assez fines. Là, il suffit de suivre les patients qui se mettent un petit duoderme extra mince, recto-verso replié, un petit clip mignon et joli pour cacher tout ça et assurer la compression et la pressothérapie, et on va pouvoir stabiliser ce résultat en 18 à 24 mois. Alors, il y a aussi des tentatives et beaucoup de travaux maintenant qui ont lieu avec la toxine botulique A, en essayant de chémo-immobiliser le jeu musculaire autour des cicatrices. Un papier intéressant, donc 30 patients ont été randomisés dans un service de traumatologie maxillofaciale de Montpellier. Et deux groupes, un recevait de la toxine botulique A et pas l'autre, et ils évaluaient à 1 an, et ils voyaient que en cas de plaie contraire aux lignes de moindre tension avec risque de dystrophie cicatricielle, eh bien il y avait un intérêt. Et puis l'intérêt a été démontré dans cet essai prospectif randomisé, très robuste, qui a mesuré donc l'intérêt de la toxine botulique A sur la qualité des cicatrices après correction chirurgicale des fentes labiales. Alors, vous voyez qu'un groupe recevait, 30 cas recevaient de la toxine botulique injectée en opératoire dans le muscle orbiculaire, et 30 patients recevaient le véhicule seul, du chlorure de sodium, et on évaluait à 6 mois par des échelles solides. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence significative en faveur du groupe toxique, et confirmant l'intérêt qui est multiple, parce que ça chémomobilise les muscles, et probablement que la toxine a une activité directe sur un abaissement de la synthèse des fibroblastes. Et donc, vous voyez les résultats. Vous voyez que dans le groupe qui a reçu la toxine en haut, par rapport au groupe qui a reçu le véhicule seul, les cicatrices sont quand même plus fines, plus en place et plus jolies. Ce sont des captures d'écran du papier. Donc, en conclusion, et j'en ai fini, vous voyez que la cicatrice, malgré le nom, reste un critère objectif d'échec ou de réussite, tant pour le patient que pour l'opérateur, qu'il ne faut pas perdre de vue que ça peut générer d'authentiques pertes de qualité de vie, même si ces deux individus en ont probablement tiré certains avantages auprès de la jante féminine, et qu'il existe un aléa cicatriciel dû à des inégalités génétiques, et que cet aléa, on peut le minimiser par la maîtrise de tous les fondamentaux techniques que je vous ai exposés, et par un accompagnement cicatriciel, précoce et personnalisé. Et ce sont les dermatologues qui sont le mieux placés pour faire cet accompagnement cicatriciel, précoce et personnalisé. Voilà, et puis dans 10 jours,
pour ceux qui sont intéressés, vous aurez le plaisir d'avoir la deuxième édition du livre que j'ai coordonné de chirurgie dermatologique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.